Les éditions Goettner présentent L'écho des auteurs. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de l'émission qui donne la parole aux auteurs des éditions Goettner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Jean-François Faux, historien et diplomate, qui exerce actuellement la fonction de directeur du département Culture et Patrimoine à l'Université internationale Saint-Goar à Alexandrie. Il est également membre du César EHESS, laboratoire du Centre d'études en sciences sociales du religieux, et chercheur associé au Centre français des études éthiopiennes d'Addis-Abeba. Spécialiste de l'histoire des communautés marginales du judaïsme oriental, il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet, publiés aux éditions Goettner. Alors Jean-François, bonjour. Bonjour Vincent. Pourquoi avez-vous choisi de publier aux éditions Goettner ? Comment vivez-vous cette expérience éditoriale ? Que pouvez-vous dire de la spécificité des éditions Goettner par rapport à d'autres maisons d'édition ? Oui, tout à fait. Et éditer aux éditions Goettner, c'est plutôt une cooptation entre la maison d'édition, Mira Prince, et l'auteur. Cette cooptation se fait par rapport à des intérêts communs sur des sujets. Les éditions Goettner, c'est une grande dame qui est née en 1901, fondée par Paul Goettner, son spécialiste dans les études orientales, des axes qui sont très intéressants, des axes sur la question des origines, des axes sur la textualité et l'oralité, des axes sur le discours critique. Donc, ce faisceau d'intérêts rejoignent celui ou ceux de plusieurs auteurs dont je fais partie. Les éditions Goettner ont une particularité, mais qui tient, je pense, davantage à la personnalité de Mira Prince, sa politique éditoriale, qu'aux éditions elles-mêmes, c'est que l'auteur n'est pas considéré comme étant, je dirais, un levier mercantile par rapport à une vente d'un produit fini qu'est le livre, mais l'auteur est considéré comme étant un passeur de mémoire, un passeur de texte, un passeur, je dirais, de pensée entre les éditions et lui-même. Et d'un deuxième temps, cette pensée qui est finalisée par la conception d'un livre, qui est matérialisée par la conception d'un livre, est ensuite livrée, donnée, présentée, offerte au public. Quelle est, à votre avis, la place des études juives dans le fonds Goettner ? Alors si on fait on va pas faire une historiographie des études juives dans le fonds Goettner, mais elles sont très anciennes. Un des premiers textes de mémoire comme ça est en 1928 sur le racidisme, les racides. Ensuite, on a eu, je pense également en 1937, un livre très intéressant sur les papyrus d'éléphantine, ce corpus de papyrus sur une garnison juive en poste à Éléphantine au Moyen-Empire. Donc, les études juives font partie intégrante des éditions. Et à l'intérieur de ces éditions, je les vois comme auteur, comme un axe, je dirais, presque privilégié. Parce qu'on a, par exemple, la très belle collection animée par Maurice Ayoun sur le judaïsme en 4 volumes, qui permet de développer divers aspects, divers points et diverses pensées du judaïsme. Et au-delà de cette diversité thématique, il y a également une diversité géographique, puisque ces ouvrages balayent le Maroc, l'Égypte, le Yémen. Donc on a une diversité géographique au sein du Moyen-Orient et on a une complémentarité avec, je dirais, une diversité de pensée. C'est-à-dire les études juives s'attardent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de choses positives, à développer des pensées, je dirais, originales. Par exemple, Jérusalem à l'époque perse, qui est une étude comparative du livre de Néhémie, est quelque chose d'assez intéressant à lire, de très intéressant à lire même, et qui est assez original dans ses thématiques. Les éditions Goettner ont réussi à allier, à conjuguer originalité des sujets et intérêt des sujets. Parce que là, c'est pas évident d'avoir des sujets originaux et intéressants. Et là, ça on y arrive parfaitement. Vos travaux traitent du judaïsme marginal. Comment le définiriez-vous ? Le thème de la conversion vous tient à cœur. Effectivement, je me suis intéressé, je m'intéresse toujours bien entendu, aux marges du judaïsme. Ces marges du judaïsme se déclinent sur 2 registres. D'abord, le registre géographique, sur les marges du judaïsme méditerranéen, c'est la Perse, avec les Périssim, et le Yémen, avec les Thémanim, ceux qui viennent du sud. Ces 2 judaïsmes périphériques se conjuguent avec un judaïsme d'une autre périphérie, qui est une périphérie religieuse. Ce sont les Karaïtes, qui est une secte dissidente du judaïsme qui ne reconnaît que la loi écrite, non pas la loi orale, donc pour résumer, ils reconnaissent la Torah et pas le Talmud, et les Samaritains, qui sont une communauté fossile, je dirais, du judaïsme, puisque leur origine remonte, justement, on en parlait précédemment, à la période de Néhémie et d'Ezra. Ces 2 judaïsmes se conjuguent par rapport à une différence, et cette différence avec le judaïsme rabbinique est comblée
est réduite par le phénomène de la conversion. Je pense que le thème de la conversion est un des thèmes principaux de l'époque médiévale. Nous parlons de conversion de groupe. On parle de conversion individuelle et entre ces deux, nous avons un différentiel qui se met en place. La conversion individuelle, elle arrive au début de nombreuses religions monothéistes, de toutes les religions monothéistes, et c'est quelqu'un qui est frappé par une idée religieuse, par une spiritualité donnée. Il se convertit parce qu'il est séduit. La conversion de groupe et la conversion volontaire de groupe, c'est très important parce que la conversion forcée est très différente. Mais la conversion volontaire de groupe, c'est une passerelle que l'on tire entre son propre monde et le monde qui est en face. C'est un peu le jeu de miroir, c'est-à-dire on se voit dans le miroir de l'autre communauté, mais c'est également le miroir aux alouettes, parce qu'on ne voit pas les défauts de cette même communauté, on ne voit que les points positifs. Et cette attraction est une attraction qui obéit à un certain pragmatisme. Je prends un exemple très, très concret. Beaucoup de communautés juives des premiers siècles de l'islam se sont converties en groupe, pas en masse, mais en groupe à l'islam, parce qu'elles ont été attirées par le phénomène de médersa, l'école gratuite, l'accès à la connaissance. Et cet accès à la connaissance est bien sûr un ascenseur social, ce qui permet aux enfants de ces communautés de s'élever dans la société, au même titre que l'école républicaine au début du XXe siècle a été un ascenseur social pour bon nombre d'enfants de milieux défavorisés en France. Donc ces conversions permettent, au nom d'un pragmatisme humain tout à fait compréhensible, en fonction d'un environnement donné, un environnement historique, un environnement social, économique ou climatique, qui permet d'échapper à ces conditions en adhérant à un mode de vie qui est souvent assez proche du sien, mais qui est différent. C'est le mode de vie de la société majoritaire. Et dans cette conversion, bien sûr, n'inclut pas une adhésion religieuse au milieu majoritaire, mais une adhésion sociale. Ce qui veut dire l'homme, la famille, le groupe qui se convertit, la première génération fait cohabiter dans sa tête, bon an, mal an, les principes anciens et les principes nouveaux, et la deuxième, troisième ou quatrième génération, au même titre que les immigrés arrivés en Europe ou aux États-Unis au début du XXe siècle, s'adaptent, s'acclimatent et s'assimilent rapidement. Donc on est dans ce phénomène de passage d'un monde à l'autre en fonction de l'attractivité de celui qu'on a en face de soi. Et l'attractivité va du minoritaire vers le majoritaire. Il est rare que le majoritaire veuille rejoindre le monde des minoritaires et prendre des coups de bâton en même temps que les autres. Quels sont à votre avis aujourd'hui les critères de connaissance? Qu'en est-il du rapport aux sources et aux références? Le rapport aux sources dans le domaine de la recherche est primordial, c'est la base même de la recherche. La première strate est la connaissance même des sources. Il faut connaître des langues dans lesquelles sont écrites ces sources. Et si on s'oriente dans les études orientales, ce qui est l'ADN des éditions Goetner, il est indispensable de connaître une langue orientale dans laquelle les sources étudiées sont écrites, que ce soit l'arabe, le farsi, le turc, l'hébreu, l'amharique ou autre. Donc la connaissance aux sources est d'abord un travail d'exploration linguistique. Dans un deuxième temps, l'apport des sources, c'est un travail aussi de critique. On a une matière première que l'on peut utiliser, ces sources, je dirais souvent qui sont un œil ou interne ou un œil régional sur la question que l'on pose. Et le travail que l'on peut faire est un travail critique. Donc on va modeler ces sources, on va les faire évoluer vers une problématique que l'on décide. Et ça, le travail est assez difficile à ce niveau-là, mais aussi passionnant. Ne pas se servir des sources pour influencer sa propre problématique, mais mouler sa problématique dans le sens de référence, de connaissance que donnent ces mêmes sources. Mais là aussi, je reste intéressé par cette idée. Toute source doit être comprise dans sa langue originale. Dans une émission diffusée par France Culture, Mira Prince définit le rapport au savoir comme un rapport d'intelligence au monde. À l'heure du big data, quel regard portez-vous sur l'omniprésence des données numériques et leur utilisation? Le big data, l'intelligence artificielle est donc incontournable de nos jours. Elle fait partie de notre quotidien, mais avec quand même, les frontières que l'on doit lui donner. Parce qu'intelligence artificielle, il y a un peu une opposition quelque part, c'est un peu antinomique sur un certain point.
intelligence et artificielle. L'intelligence est humaine, c'est le moteur même de l'humanité, l'intelligence, à partir du moment où Cro-Magnon ou Néandertal, je ne sais pas lequel des deux, a pris 2 silex pour faire du feu, l'intelligence a été libérée de son carcan, alors que l'artificialité est difficilement, je dirais, compréhensible parce qu'elle n'est pas pérenne. L'artificialité est prise dans une chronologie assez courte. Je vous prends un exemple très concret. D'un côté, nous avons le livre, qui est un support écrit, et de l'autre côté, nous avons l'outil informatique. Mais depuis l'évolution qu'il y a eu entre les disquettes 5 pouces et puis les disquettes CD dures, puis maintenant les systèmes intégrés, si on a oublié de convertir les sources originales d'un système à l'autre, on se retrouve avec des documents qui sont illisibles, parce que la machine n'est plus adaptée. L'artificialité ne s'inscrit pas dans la pérennité, alors que le livre est toujours là, le support est toujours là. Donc je ne veux pas être complètement rétro et dire qu'il faut rester au livre. Je pense que dans notre métier d'historien, dans notre métier de chercheur, il faut avoir soin de conserver les 2 accès aux sources, ces 2 accès à l'intelligence, ces 2 accès à la connaissance. Avant tout, l'homme est en concurrence avec lui-même. Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. Et cette dualité, cette opposition, ce combat interne de l'homme peut être aidé par l'intelligence artificielle, puisqu'elle donne à l'homme la possibilité, je dirais, un peu de surpasser son voisin. On le voit quotidiennement au niveau de la politique internationale, entre les courses effrénées que se livrent les grands de ce monde pour le contrôle de tel point de technicité ou tel autre point de technologie. Mais, en point de départ, vous avez un homme qui appuie sur le bouton on et un homme qui appuie sur le bouton off. Entre les deux, l'intelligence artificielle, la technicité se met en place, mais cette technicité, au même titre que Néandertal avait ses 2 silex, en début et en fin de parcours, c'est l'homme qui intervient. Donc il faut bien faire attention de ne pas devenir esclave de cette boulimie de technicité, de ce big data. Il faut bien faire attention de le contrôler, au même titre qu'on a contrôlé le calame ou le crayon lorsqu'on écrit. Lorsqu'on écrit, on a forcément des idées qui ne sont pas automatiquement géniales à retenir, on ne va pas les écrire. On a une sorte d'autocensure, de retenue par rapport à la production écrite que l'on fait. Il faudrait que l'on arrive à la même, je dirais, à la même philosophie dans la production informatique. Il ne faut pas que le Big Data devienne le moteur même de l'humanité. Non, c'est l'humanité qui dirige la Big Data et qui s'en sert par rapport aux orientations qu'elle veut se donner. Merci Jean-François. Merci Vincent.